C'est terminé, les filles. Vous m'entendez? J'abandonne. L'écho de la voix de l'éducatrice, tranchant et exaspéré, traversa la crèche municipale de ce village baigné de soleil provençal. Stéphane Dubois, sa carte de maintenance à la main, interrompit son geste devant le lecteur de badge. Derrière les cloisons vitrées, il apercevait deux silhouettes enfantines, absolument identiques, réfugiées dans l'angle le plus reculé de la pièce. Leur dos était plaqué contre le mur, leurs visages aussi inexpressifs que de la porcelaine froide. Peu m'importe que votre mère soit la grande patronne de la société, poursuivit la femme, le smartphone déjà en main. 10 éducatrices en 3 mois, c'est un record. Vous restez plantés là comme des spectres. C'est malsain. Ce n'est pas normal. Les jumelles restèrent de marbre. Pas un cil ne battit. Elle fixait un point invisible droit devant elle, comme si l'adulte n'était qu'une présence fantôme. Stéphane aurait dû poursuivre sa ronde. 3 autres niveaux du bâtiment attendaient son passage avant la fin de la journée. Pourtant, une force invisible le retint. Il y avait quelque chose chez ces deux enfants, cette manière si particulière de se tenir, cette immobilité quasi surnaturelle, comme une tentative désespérée de se fondre dans le décor, qui provoqua en lui une douloureuse reconnaissance. Il la connaissait, cette quiétude forcée. Elle avait été sa compagne pendant si longs mois après l'accident. Avant que nous poursuivions, dites-nous de quelle partie du globe vous nous suivez. Nous aimons tant découvrir la portée de nos récits. L'éducatrice passa près de lui tel un ouragan, le téléphone pressé contre son oreille. Allô, Madame Leclerc? C'est pour vous annoncer ma démission, à compter de maintenant. Je ne peux plus m'occuper d'enfants qui ne font aucun effort. Sa voix s'évanouit au détour du couloir. Le regard de Stéphane revint vers les jumelles. 7 ans, tout au plus. De longues chevelures brunes et bouclées, des robes rouges identiques, à présent froissées après des heures passées assises, et ce vide terrible, presque étudié, au fond de leurs yeux. Le genre de vide qui s'installe lorsqu'on a compris que se taire est une armure plus sûre que la parole. Il devait partir. Il n'était que l'homme à tout faire. Ce n'était pas son affaire. Mais le visage de ses fillettes était le miroir de celui de son propre fils, Léo, à l'époque où celui-ci avait décrété que le monde était une cacophonie insupportable, une douleur trop vive à affronter. Stéphane fit un choix. Le chariot de nettoyage franchit silencieusement les portes de la crèche. Les têtes des jumelles pivotèrent imperceptiblement dans sa direction, leurs regards chargés de méfiance. « Bonjour », murmura Stéphane d'une voix douce, en se tenant à distance respectable. Il ne s'avança pas vers elle, préférant rester près de l'entrée, adoptant une posture humble, non intrusive. « Je suis Stéphane. C'est moi qui m'occupe de l'entretien ici. J'ai entendu ce qu'elle vous a dit. » Silence total. Mais leur prunelle, désormais, le suivait. Elle s'est trompée, enchaîna-t-il, le ton posé et constant. Vous n'êtes pas malsaine. Vous n'êtes pas anormal. Vous êtes juste effrayé. Et avoir peur, c'est tout à fait normal. Les doigts d'une des fillettes eurent un spasme. Un mouvement infime, que Stéphane perçut néanmoins. Les années écoulées depuis le drame lui avaient enseigné une leçon capitale, la communication la plus éloquente naît souvent du silence. Je ne vais pas vous obliger à parler. Je ne vais rien exiger de vous. Je vais juste rester un instant, et puis je m'en irai. D'accord? Toujours aucune réaction verbale, mais leurs épaules se détendirent d'une fraction de seconde. Lentement, Stéphane s'assit à même le sol, à l'opposé de la pièce, le dos calé contre le mur. Il évita de les fixer, se contentant d'être là, de partager leur espace sans représenter une menace. 5 longues minutes s'écoulèrent, rythmées uniquement par le léger ronronnement de la ventilation. Puis, Stéphane se releva, leur adressa un bref signe de tête et quitta la pièce. Au moment où la porte se refermait, il perçut le son le plus ténu qui soit, une expiration, comme si elles avaient retenu leur souffle et se sentaient enfin en sécurité pour le libérer. En poussant son chariot dans le couloir, son esprit était déjà en ébullition. Demain, il reviendrait. Et il ne viendrait pas les mains vides. Il apporterait un objet, petit, lisse, un message silencieux qui dirait « Vous n'êtes pas seul ». Le soir même, dans son modeste appartement d'une petite ville normande, Stéphane s'installa à son établi, niché dans un coin du séjour. Des copeaux de bois clair s'amoncelaient tandis que sa lame experte donnait forme à un morceau de merisier. « Papa !» Stéphane leva la tête. Léo, son fils de 7 ans,
se tenait sur le seuil, en pyjama à l'effigie de dinosaure, se frottant les yeux. Les mains de Stéphane s'animèrent, dessinant les signes fluides de la langue des signes française. Impossible de dormir, champion? Léo fit non de la tête et trottina jusqu'à l'établi. Son regard se posa sur l'objet en cours de création. Tu fabriques quoi? Un poisson. Pour deux petites filles qui ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Léo inclina la tête, intrigué. Comme mon poisson à moi. Stéphane laissa son regard dériver vers la petite étagère surplombant l'établi, où reposait le poisson de Léo. La toute première sculpture de Stéphane, 4 ans auparavant, lorsque son fils s'était muré dans le silence après l'accident. Quand Léo s'était replié si loin en lui-même que Stéphane avait craint de l'avoir perdu à jamais. Exactement comme le tien, signa Stéphane. Léo se hissa sur le tabouret voisin et observa son père à l'œuvre. Le crissement de la lame sur le bois emplissait le silence apaisant qui les unissait. Elles ont peur, signa Léo après un instant. Oui, très peur. Comme moi, avant. Stéphane déposa son outil et contempla son fils, ce garçon si courageux, si beau, qui avait perdu Louis, sa mère, et tout son univers en un seul instant tragique, mais qui avait trouvé la force de revenir à la vie. Exactement comme toi, signa Stéphane. Mais tout ira bien pour elle, comme pour toi. Léo acquiesça gravement, avant de signer, donne-leur le poisson demain. Moi, ça m'a aidé. C'est ce que je compte faire. Ils restèrent ainsi, père et fils, dans la quiétude de l'appartement, à sculpter un peu d'espoir dans une pièce de bois. Le lendemain en fin de journée, Stéphane retourna à la crèche. Les jumelles n'avaient pas bougé de leur coin, dos au mur, genoux ramenés contre leur poitrine, le visage impassible. Une nouvelle éducatrice, assise à l'autre bout de la salle, consultait son téléphone, l'air déjà résigné. Stéphane toqua discrètement au cadre de la porte. « Excusez-moi, je dois vérifier la grille de ventilation juste au-dessus des petites. » Une demande de la maintenance. L'éducatrice daigna à peine lever les yeux. « Allez-y », Stéphane manœuvra son chariot et déplia son petit escabeau près des jumelles. Il évita tout contact visuel direct, s'affairant avec des gestes mesurés et calmes, inspectant une grille qui n'en avait nul besoin. Après quelques instants, il redescendit. De sa poche, il extirpa le poisson de bois, doux comme de la soie, tenant parfaitement dans le creux d'une main, chaque courbe polie avec soin. Il y avait consacré 3 heures la veille. 3 heures de ponçage, jusqu'à avoir mal aux doigts, jusqu'à ce que l'objet incarne une forme tangible de réconfort. Stéphane s'accroupit à quelques pas des fillettes et déposa le poisson sur le sol, entre elles. Puis il se redressa, rangea ses affaires et sortit sans un mot. Il ne jeta pas de regard en arrière, mais au claquement de la porte, il perçut un très léger froissement. Le son d'une petite main se tendant vers un peu de douceur dans un monde qui, depuis trop longtemps, n'avait été que rudesse. Jour 2, Stéphane apporta un oiseau sculpté. Jour 3, une étoile. Jour 4, un cœur. Chaque soir, il revenait. Chaque soir, il travaillait en silence près des jumelles, leur laissait une nouvelle sculpture, et repartait sans jamais rien attendre en retour. Le personnel de la crèche changeait sans cesse. Des visages différents, mais toujours la même indifférence. Les jumelles, elles, remarquaient Stéphane. Leurs yeux le guettaient, l'attendaient. Au 4e jour, elles serraient toutes deux leur collection de figurines, leurs doigts caressant inlassablement les surfaces lisses. Stéphane connaissait ce geste. C'était celui de Léo face à l'anxiété. Ce mouvement répétitif, ce besoin d'un contact solide, rassurant. Le 5e jour, Stéphane prit une initiative. En entrant dans la crèche, les jumelles le fixaient déjà. Leur tête avait pivoté à son arrivée. Stéphane sortit un papillon de bois et s'agenouilla. Mais au lieu de le poser simplement par terre, il le garda dans sa paume et signa « Pour vous ». Les deux fillettes se figèrent, leurs yeux rivés sur ses mains avec une acuité déconcertante. Stéphane signa à nouveau, lentement, distinctement. « Je m'appelle Stéphane. Je ne vous veux aucun mal. Vous n'êtes pas obligé de parler. » La bouche d'une des jumelles s'entr'ouvrit, laissant paraître une lueur de surprise sur son masque d'impassibilité. Il déposa le papillon sculpté et rejoignit son poste d'observation habituel, contre le mur opposé. Mais cette fois, il ne fit pas semblant de travailler. Il s'assit. Il fut simplement là, patient, présent. 10 minutes s'écoulèrent dans un silence total. Puis Stéphane se leva,
leur fit un signe de la main et s'en alla. 6e jour. Stéphane apporta une lune. Cette fois, en s'asseyant, il leur raconta une histoire en signes. Ses mains devinrent des pinceaux dessinant dans l'air. Le conte d'une lune qui veillait sur tous les enfants du monde, surtout sur ceux qui avaient peur, surtout sur ceux qui avaient oublié comment parler. La lune ne demande jamais rien, signa Stéphane. Elle se contente de briller dans la nuit, pour que personne ne se sente seul. Les jumelles suivirent chaque geste, captivées. À la fin, Stéphane posa la lune par terre et partit. 7e jour. En entrant dans la crèche, Stéphane eut le souffle coupé. Les jumelles avaient disposé les 6 sculptures: le poisson, l'oiseau, l'étoile, le cœur, le papillon, la lune en un cercle parfait sur le sol devant elle. Une composition, une offrande, une réponse. Les yeux de Stéphane s'embuèrent. Il s'assit à sa place et sortit sa 7e création, un hibou de bois. Celui-ci est sage. Il voit tout, mais ne juge personne. Il le posa au sol. C'est alors qu'une des jumelles bougea. Avec une lenteur infinie, tremblante, elle leva ses petites mains. Ses doigts esquissèrent des formes hésitantes, incertaines. Merci. Stéphane conserva son calme, mais à l'intérieur, c'était un raz-de-marée d'émotions. Il répondit en signe, de rien. Quel est ton prénom? Les mains de la fillette s'animèrent de nouveau, épelant chaque lettre. CHLO accent aigu. Sa sœur observait. Puis, prenant son courage à 2 mains, elle leva les siennes. MANON, ce sont de jolis prénoms, signa Stéphane. Je suis heureux de vous rencontrer, Chloé et Manon. Ils restèrent un moment en silence. Puis Chloé signa, pourquoi tu parles avec tes mains? Mon fils n'entend pas, alors c'est notre façon de communiquer. Ça vous plaît de parler comme ça? Les 2 fillettes hochèrent la tête. Les mains de Manon prirent le relais. Quand on parle comme ça, les gens ne nous forcent pas à utiliser notre bouche. La vérité éclata aux yeux de Stéphane. Tout le monde voulait les entendre parler, les entendre utiliser leur voix, les voir être normales. Mais la langue des signes leur offrait une voie de communication sans cette pression. C'était une langue de silence, et le silence était leur refuge. Avec moi, vous n'aurez jamais à utiliser votre bouche, signa Stéphane. Vos mains parlent parfaitement. Les doigts de Chloé se mirent en mouvement, hésitant. C'est notre psychologue qui nous a appris. Après qu'on a arrêté de parler. Elle pensait que ce serait peut-être une autre façon de s'exprimer. C'était une excellente psychologue. C'est une langue à part entière, tout aussi riche que la parole. Pour la première fois, une émotion nouvelle illumina leur visage. Pas encore un sourire, mais quelque chose qui s'en approchait. Un mélange de soulagement, de reconnaissance, d'espoir. À partir de ce 7e jour, Stéphane vint tous les soirs. Les jumelles signaient désormais librement avec lui, timidement au début, puis avec une assurance grandissante. Elle lui confiait des histoires par gestes, posait des questions, dévoilait des parcelles de leur univers. Au bout de 3 semaines, Chloé signa une phrase qui serra le cœur de Stéphane. Notre père criait tout le temps. Il s'énervait quand on ne faisait pas ce qu'il voulait, quand on était trop bruyante, ou trop calme, ou trop tout. Un jour, il est parti et il n'est jamais revenu. Manon compléta, on a décidé ensemble de ne plus parler. Les mots ne servaient qu'à énerver les gens. Stéphane signa avec une infinie précaution, tous les mots n'énervent pas les gens, et le silence aussi a sa valeur. C'est à vous de choisir votre façon de communiquer. Toujours. Pourquoi es-tu si gentil avec nous? Demanda Chloé. Stéphane songea à Léo, à Sandrine, à l'accident qui avait fait voler leur vie en éclats 4 ans plus tôt. Une dispute absurde au sujet des courses oubliées alors qu'elle était au volant. Un autre véhicule faisant une embardée. Le son effroyable de la tôle froissée. Sandrine tuée sur le coup. Léo survivant, mais perdant Louis dans le choc. Il songea aux 6 mois de silence de Léo qui avait suivi. À la culpabilité qui le rongeait encore, tu l'as déconcentré. Tu aurais dû te taire. Tu aurais dû être au volant. Il songea à sa démission de son poste d'infirmier, incapable de faire face à tant de vies. À son choix de devenir invisible en tant qu'agent d'entretien, car l'invisibilité lui paraissait plus sûre. Parce que je sais ce que c'est d'avoir peur. Et je sais ce que l'on ressent quand quelqu'un, malgré tout, vous voit vraiment. Un soir, Stéphane vint accompagné de Léo.
Les yeux des jumelles s'arrondirent de surprise en voyant un autre enfant pénétrer dans la crèche. Léo leur fit un petit signe timide et signa « Salut, je m'appelle Léo. J'ai 7 ans. Mon papa m'a dit que vous aussi, vous parlez avec les mains. » Chloé et Manon échangèrent un regard, communiquant dans leur langage secret de jumelles. Puis Chloé répondit en signe « On a 7 ans aussi. Ton papa est gentil. » Je sais, signa Léo. Il a fait ça pour moi. Il sortit de sa poche son propre poisson en bois. Quand j'ai peur, je le serre fort. Ça aide. Les yeux de Manon s'emplirent de larmes. Elle brandit son poisson, le premier que Stéphane leur avait offert. Ça nous aide aussi. Les 3 enfants s'assirent ensemble, comparant leurs trésors de bois, se racontant des histoires en signe, riant dans un silence absolu. C'était la plus belle scène que Stéphane ait contemplée depuis l'accident. C'est alors que Valérie Leclerc fit son entrée. Elle avait écourté une réunion, à bout de nerfs après une énième démission. 12 mois que ça durait. 12 mois que ses filles n'avaient pas prononcé un mot. 12 mois de thérapies infructueuses, de spécialistes désemparés, et d'un silence si pesant qu'elle avait l'impression que ses enfants s'étaient évanouis. Elle ouvrit la porte, s'attendant à les trouver dans leur coin, murés et inatteignables. À la place, elle les vit assises avec l'agent d'entretien et un jeune garçon, tous les 4 échangeant des signes. Les visages de ses filles rayonnaient d'une émotion qu'elle n'avait pas vue depuis plus d'1 an, la joie. Mais la voix de Valérie n'était qu'un souffle. Tous les 4 levèrent la tête. Les jumelles se raidirent instantanément, leur sourire s'effaçant, mais elles ne battirent pas en retraite. Elles restèrent près de Stéphane, Manon agrippant sa manche. L'homme se leva promptement, avec respect. « Pardonnez-moi, Madame Leclerc. Je suis Stéphane. De la maintenance. Je. » Elle signe, articula Valérie, la voix tremblante. Elle communique avec vous. Comment? Comment est-ce possible? Je n'ai rien fait d'exceptionnel, répondit doucement Stéphane. Je me suis juste assis avec elle. Sans les forcer à parler. Mon fils est sourd, nous utilisons la langue des signes. Les filles se sont senties en confiance. Valérie dévisagea ses filles. Les dévisagea vraiment. Elle serrait de petits objets en bois. Leurs visages n'étaient plus des masques. Elles étaient là, présentes, attentives, et elles regardaient cet homme avec une lueur dans les yeux qui donna à Valérie une envie irrépressible de pleurer. De la confiance. Depuis quand, demanda-t-elle, la voix secouée de tremblement. Environ 5 semaines. J'ai commencé par leur laisser des petites sculptures. Et puis, elles se sont senties assez à l'aise pour signer avec moi. 5 semaines. Valérie était passée des dizaines de fois devant cette crèche. Comment n'avait-elle rien vu? Et elle? Elles vous parlent? Elles ont de vraies conversations? Elles sont d'une intelligence remarquable, dit simplement Stéphane. Elles avaient seulement besoin de quelqu'un qui les écoute sans exiger qu'elles parlent. Chloé signa quelque chose à Manon, qui acquiesça. Puis Chloé, lentement, signa à sa mère. Il est gentil. Il ne nous force pas à utiliser notre bouche. Il nous donne des choses à tenir. Elle leva son poisson de bois. Valérie porta la main à sa bouche. Elle répondit en signe, les doigts mal assurés, j'en suis tellement heureuse, mes trésors. Les 2 fillettes parurent stupéfaites que leur mère connaisse cette langue. Valérie l'apprenait en secret depuis des mois, s'exerçant seule, dans l'espoir fou de pouvoir un jour l'utiliser. Monsieur Dubois, reprit Valérie, la voix chargée d'une émotion nouvelle. Accepteriez-vous de continuer à passer du temps avec elle? Je vous en prie. Je sais que ma demande est peu orthodoxe, mais vous avez réussi en 5 semaines là où tout le monde a échoué pendant 1 an. Je vous paierai. Non, refusa fermement Stéphane, avant d'adoucir son ton. Ce que je veux dire, c'est que je n'accepterai pas d'argent. Si je peux les aider, je le ferai. Mais pas pour une compensation financière. Pourquoi? Demanda Valérie. Stéphane pensa à Léo, au regard de pitié ou de méfiance après l'accident, aux professeurs qui articulaient de façon exagérée, aux parents qui écartaient leurs enfants, aux inconnus qui le dévisageaient comme une bête curieuse. Parce que chacun mérite d'être vu pour ce qu'il est. Pas pour son diagnostic, pas pour son traumatisme. Juste pour soi. La gorge de Valérie se noua. Merci, souffla-t-elle. Merci de voir mes filles.
Un rituel s'installa. Chaque soir, Stéphane retrouvait les jumelles. Léo se joignait souvent à eux. Les trois enfants se créèrent un univers bien à eux. Un monde où la langue des signes était la norme, où le silence était une langue, où les sculptures de bois étaient des trésors. Valérie commença elle aussi à participer. Elle s'asseyait en silence, apprenant à être simplement là, à écouter avec les yeux, à cesser de vouloir réparer ses filles pour simplement être avec elles. Un soir, alors que les enfants s'étaient assoupis sur les matelas de la crèche, blottis les uns contre les autres, Valérie et Stéphane discutèrent à voix basse près de la fenêtre. « Je ne saurais jamais comment vous remercier, » dit Valérie. « Vous m'avez rendu mes filles. Elles n'étaient jamais parties. Elles attendaient, c'est tout. N'empêche, rien ne vous y obligeait. » Stéphane marqua une pause. Quand il reprit la parole, sa voix était grave et sincère. « Après le décès de ma femme, tout le monde me disait de tourner la page. Comme si le deuil était un interrupteur qu'on pouvait actionner. » Il regarda les enfants endormis. « Mais on ne tourne pas la page sur un amour. On apprend à le porter différemment. » « Que s'est-il passé ? Demanda Valérie avec douceur. Et Stéphane lui raconta tout. L'accident, la dispute stupide dans la vieille 2CV à propos des courses, qui s'était achevée dans un crissement de pneus et un fracas de verre. Sandrine, morte sur le coup. Léo, survivant mais privé de Louis. La culpabilité, ce poison qui s'insinuait dans chaque silence, c'est toi qui l'as distraite. Tu aurais pu te taire. Sa démission de son poste d'infirmier, l'envie de devenir invisible, car l'invisibilité lui semblait être le seul refuge possible. Aider Chloé et Manon, murmura Stéphane, ce n'est pas tourner la page. C'est transformer ma propre douleur en quelque chose qui peut apaiser celle des autres. Sinon, à quoi bon avoir souffert ? Valérie tendit la main et prit la sienne. Vous êtes un homme bien, Stéphane Dubois. Il baissa les yeux sur leurs mains enlacées, puis les releva vers son visage. Vous êtes assez exceptionnel vous-même. L'instant s'étira, vibrant d'une tension nouvelle, d'incertitude et de promesses. Je devrais y aller, dit Stéphane, sans bouger d'un pouce. Oui, acquiesça Valérie, mais ses doigts se resserrèrent sur les siens. Et puis, sans qu'il sache vraiment comment, leurs visages se rapprochèrent, la main de Stéphane se posa sur sa joue, et leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser d'une douceur infinie, hésitant, et poignant d'espoir. Lorsqu'ils s'écartèrent, Valérie souffla, « Il y a si longtemps que je n'avais pas ressenti ça. » Moi non plus, avoua Stéphane. Il faut y aller doucement, dit Valérie. Pour les enfants. Un café, proposa Stéphane. Un vrai rendez-vous, dans un lieu qui ne soit pas cette crèche. Valérie eut un rire cristallin, comme une source qui rejaillit. Un café, c'est une excellente idée. Ils commencèrent par des cafés dans des bistrots, de longues conversations où Stéphane n'était que Stéphane et Valérie n'était que Valérie. Plus de titres, plus de rôles, juste deux âmes cabossées réapprenant la confiance autour de crêpes et de chocolat chaud. Leur deuxième rendez-vous se déroula dans un parc. Les enfants jouaient non loin, se poursuivant dans l'herbe, échangeant des signes, leur rire silencieux. Assis sur un banc, épaule contre épaule, Stéphane et Valérie les regardaient. Ils se font du bien, constata Valérie. C'est vrai. Pour le troisième rendez-vous, Stéphane suggéra un atelier de peinture pour enfants. Léo adore, expliqua-t-il. C'est visuel, il ne se sent pas à l'écart. J'ai pensé que Chloé et Manon aimeraient aussi. Une autre forme d'expression. Un samedi, ils s'y rendirent tous ensemble. 3 enfants et 2 parents en devenir. Léo peignait de grandes formes abstraites et colorées. Chloé dessinait des motifs géométriques d'une grande précision. Manon peignit une tour qui s'élevait sur toute la hauteur de la toile, fragile et superbe. Stéphane et Valérie peignaient aussi, chevalet contre chevalet, leurs mains s'effleurant dans des gestes qui n'avaient plus rien d'accidentel. « Tu es un piètre peintre », le charria Valérie. « Je suis sculpteur, pas peintre », se défendit Stéphane. Ils rirent, et ce rire était si simple, si léger, si loin du poids du deuil qu'ils avaient tous deux porté. Les mois s'écoulèrent. Les cafés se transformèrent en dîners, parfois avec un verre de vin. Les ateliers de peinture devinrent un rituel. Les week-ends étaient consacrés au musée, au parc, aux librairies. Tandis que les enfants exploraient, Stéphane et Valérie bâtissaient leur histoire. Ils prenaient leur temps, mais ils tombaient amoureux. Un soir, sur le balcon de Valérie, les enfants endormis,
Stéphane demanda à voix basse, « Est-ce qu'on a le droit d'être heureux à nouveau ?» Parfois, je me sens coupable. On a le droit, l'interrompit doucement Valérie. Sandrine voudrait ton bonheur. Aimer après avoir perdu quelqu'un, c'est possible. Ça n'enlève rien à l'amour d'avant. Stéphane resta pensif. Mon psy m'a dit une chose similaire, qu'on est capable de porter plusieurs vérités en même temps. Exactement. Valérie prit sa main. Tu as aimé Sandrine. Tu aimes Léo. Et peut-être que tu commences à nous aimer, nous aussi. Stéphane la regarda et acquiesça. Oui. Je crois bien. Je tombe amoureuse de toi aussi, avoua Valérie. Toi et Léo, vous êtes devenus indispensables. Ils s'embrassèrent sur le balcon, sous le scintillement des lumières de la ville. C'était une promesse. 6 mois après le premier poisson de bois, Stéphane organisa une sortie dans le jardin public du Val-de-Loire où les jumelles aimaient observer les oiseaux. Le matin était frisquet. Emmitouflés dans leurs manteaux, ils se passaient un thermos de chocolat chaud, leur souffle dessinant des nuages dans l'air. Manon érigeait une tour de galets. Chloé créait une spirale avec des glands. Léo signait à son père qu'il venait de voir un rouge-gorge. Et puis, d'une voix claire, Manon dit, « Il manque une pierre à la tour. » Sa voix était fluette, enrouée par le manque d'usage, mais bien réelle. Tout le monde se figea. Manon elle-même parut surprise. Chloé la dévisagea, les yeux écarquillés. Stéphane signa avec douceur, « Tu as parlé. » C'était très beau. Les yeux de Manon s'embuèrent. Elle signa, « Je n'ai pas fait exprès. » Ce n'est pas grave, dit Valérie en s'agenouillant près d'elle. Tu n'es pas obligé de parler. Mais ta voix est magnifique, ma puce. Elle nous a manqué. Chloé posa sa main sur celle de sa sœur. Puis, avec précaution, elle chuchota, « Parler me manque aussi, des fois. » Valérie les serra toutes les deux dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Aucune pression. Parlez quand vous serez prête, ou ne parlez pas du tout. On vous aime comme vous êtes. Mais un déclic s'était produit. Les premiers mots étaient sortis naturellement. Non pas forcés, mais offerts, dans un moment où elle s'était enfin sentie en sécurité. Léo signa à son père, « Elles ont retrouvé leur voix. » Stéphane répondit, « Elles ne les avaient jamais perdues. Il leur fallait juste du temps. » Après cela, les mots revinrent, peu à peu. Pas tous les jours, pas toutes les semaines. Mais Chloé et Manon commencèrent à mêler la parole aux signes, choisissant leur mode de communication par confort, et non plus par contrainte. Au début, elles parlaient surtout à Stéphane et à Léo. Stéphane n'en fit jamais cas, accueillant chaque mot, chaque signe, avec la même bienveillance. Valérie voyait ses filles s'épanouir. Elles se mirent à chanter, des mélodies timides qui gagnaient en assurance. Elles posaient des questions, racontaient des histoires, éclataient de rire. Et la relation de Stéphane et Valérie se renforçait. Les dîners de famille, les soirées pyjama dans des cabanes de couverture, les discussions sur l'avenir, sur la possibilité de fusionner leur vie. Je veux que ce soit pour de vrai, dit Valérie un soir, sur son canapé. Je te veux dans ma vie, Stéphane. Pour toujours. Moi aussi, admit Stéphane. Mais je m'inquiète pour Léo, pour le changement. Tu es un père formidable, affirma Valérie. Léo est épanoui. Il est heureux. Il a des sœurs, maintenant. Il t'a, toi. C'est tout ce qui compte. Stéphane l'a pris dans ses bras. Alors, on le fait. On le fait pour de vrai. C'est une demande en mariage, le taquina Valérie. Pas encore, sourit Stéphane. Mais ça ne saurait tarder. 1 an, jour pour jour, après le premier poisson de bois, Stéphane sut que le moment était venu. Il avait passé des semaines à sculpter un ensemble unique, une famille de 5 personnages se tenant par la main, d'une douceur et d'une perfection qui semblait être la matérialisation de l'amour. Il les emmena tous dans le jardin de leurs premiers mots. C'était le début du printemps. Les arbres étaient en fleurs. Les oiseaux chantaient. Le soleil matinal nimbait la scène d'une lumière dorée. Stéphane les rassembla. Puis, avec un sourire nerveux, il posa un genou à terre, tandis que Chloé, Manon et Léo se tenaient près de lui, brandissant chacun une pancarte, « Veux-tu nous épouser ?» Valérie porta les mains à sa bouche. Son regard allait de Stéphane aux enfants, à ces pancartes tenues avec tant d'espoir. « Vous tous » demanda-t-elle, «
la voix brisée par l'émotion. Nous tous, confirma Stéphane. On veut être une vraie famille, si tu es d'accord. Les larmes de Valérie coulaient sans retenue. Oui. Oui à vous tous. Oui, oui et oui. Les enfants se jetèrent sur eux, les enlaçant dans un tourbillon de rire et d'amour. Chloé dit d'une voix forte, on va être une vraie famille, maintenant. Manon ajouta, avec un papa qui écoute. Et Léo signa, et des sœurs qui me comprennent. Stéphane sortit la sculpture, la famille de 5, et la déposa dans les mains de Valérie. Pour toi, pour nous. Pour s'y accrocher. Valérie la serra contre son cœur, sentant sa douceur, sa chaleur, son poids. C'est parfait. Vous êtes parfait. Le mariage fut célébré 6 mois plus tard, dans ce même jardin, sous une voûte de fleurs d'automne. Chloé et Manon portaient des couronnes de fleurs et tenaient des panneaux bilingues français LSF, aujourd'hui, nous devenons une famille. Léo signa les vœux de Stéphane, ses petites mains précises et assurées. Valérie les répéta, la voix ferme. Les jumelles eurent leurs propres vœux, simples et touchants, on promet d'être courageuses ensemble. Au moment de l'échange des alliances, les 3 enfants se précipitèrent pour les enlacer dans une explosion de joie. Ce soir-là, dans leur nouvelle maison de campagne, avec son jardin et son atelier de sculpture, la famille était réunie au salon. Chloé et Manon jouaient un 4 mains au piano. Leur voix, parfois encore fragile, s'élevait en harmonie. Elles chantaient une chanson sur la quête d'un foyer, la sécurité, l'amour qui protège. Léo, assis près d'elle, sentait les vibrations de la musique dans ses mains, le visage illuminé. Près de la fenêtre, Stéphane et Valérie, enlacés, contemplaient leurs enfants, leur famille, qui emplissaient la maison de musique et de vie. On a réussi, murmura Valérie. On a reconstruit quelque chose de magnifique sur des ruines. Oui, acquiesça Stéphane. Ensemble. Sur le manteau de la cheminée reposait la sculpture des 5 personnages, lisse, parfaite, indestructible. Et juste à côté, le tout premier poisson de bois. Celui par qui tout avait commencé. De petits objets porteurs d'un grand message, tu n'es pas seul. Quelqu'un a pensé à toi en fabriquant ceci. Quelqu'un a poli les angles pour que tu puisses le tenir sans te blesser. 2 familles brisées n'en formaient plus qu'une, entière et solide. Chloé et Manon avaient retrouvé leur voix, s'exprimant chaque jour un peu plus, chantant au gré de leurs envies, apprivoisant à nouveau le monde, à leur rythme. Elles avaient appris que le silence avait sa place, que la langue des signes était une langue à part entière, et qu'elles étaient libres de choisir leur mode d'expression. Léo avait trouvé des sœurs qui apprenaient sa langue, l'incluaient dans tous leurs jeux, et ne le considéraient jamais comme différent. Il avait trouvé une seconde mère qu'il aimait d'un amour inconditionnel. Valérie avait trouvé un partenaire qui savait que la force réside parfois dans la vulnérabilité, que la guérison est un chemin sinueux, et que l'amour peut renaître après le deuil. Elle avait trouvé la sérénité en voyant ses filles épanouies. Pas guéries, ou changées, mais acceptées et aimées pour ce qu'elles étaient. Et Stéphane avait trouvé le pardon. Pas seulement celui de Valérie ou des enfants, mais le sien. La culpabilité serait toujours là, en filigrane. Mais elle ne serait plus seule. Il portait désormais aussi l'amour. L'espoir, un but, une famille. Il avait compris ce qu'il avait instinctivement tenté de montrer aux jumelles. Que tout le monde mérite d'être vu. Pas à travers le prisme de son diagnostic, de son traumatisme ou de ses problèmes. Mais dans son entièreté, sa valeur, son droit à la douceur. Lui y compris. Parfois, la guérison ne passe pas par les mots, la thérapie ou les grands discours. Parfois, elle naît d'un petit objet lisse qui tient au creux de la main et qui nous rappelle que nous méritons la douceur. Que nous méritons la patience. Que nous méritons quelque chose de façonné avec soin, juste pour nous. Parfois, elle vient de quelqu'un qui ne voit pas notre silence comme un problème à résoudre, mais comme une parole à respecter. Merci d'avoir partagé ce chemin avec moi. Si cette histoire vous a rappelé que la guérison est possible, que les débris peuvent former une mosaïque magnifique, et que chacun mérite d'être vu, alors abonnez-vous à Soul Lift Stories. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, et dites-moi en commentaire, quel est le petit geste qui a changé le cours de votre vie? Votre histoire est importante. À très bientôt.